Bienvenue dans 12 frames par seconde, le podcast qui parle d'animation présenté par des animateurs. T'entends ce rythme endiablé, ça fait danser les rats, ça. Madame Laubry, je suis content. Efficace la potion. Ils mettent quoi dedans? La rivière Kohaku. Oh oui, nous on connaît bien, hein. On y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Amis animateurs ou tout simplement amateurs d'animation, bienvenue. Enfance, amour, chemin et main. Autant de choses que l'on peut perdre tout autant que l'on peut s'y accrocher. Et lorsque l'on inverse les rôles et que les dessinateurs eux ne perdent pas la main, on se retrouve avec une perle rare de l'animation. Vous êtes bien dans 12 frames par seconde et aujourd'hui on va parler de J'ai perdu mon corps. Est-ce que tu crois au destin ? Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire. Ouais. Et qu'on pourrait rien changer. À moins de faire un truc complètement imprévisible et irrationnel. Et après ? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi ? J'ai perdu mon corps donc, premier long métrage de Jérémy Clapin, adapté du roman Happy End de Guillaume Laurent, qui est co-scénariste du film. Avec les voix de Hakim Faris et Victoire Dubois, le film a reçu le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes en 2019, et le Cristal du long métrage à Annecy, ainsi que le Prix du Public à Annecy en 2019. Avec moi pour parler du film, Robin. Bonjour Robin. Bonjour. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement le film, sans spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu ? On suit donc l'histoire de Naoufel, personnage principal du film. Donc le film est divisé en deux histoires, il y a deux axes narratifs qu'on va suivre parallèlement, les uns avec les autres. Donc on suit l'histoire de Naoufel, qui est on dirait un étudiant qui essaie de se débattre dans la vie à Paris et qui essaie de se choper un job. Et on suit une main qui essaye de récupérer son corps. Excellent résumé. Rapidement, ton avis sur le film, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi j'ai trouvé que c'était j'ai vraiment été époustouflé par le film. Ça m'a vraiment surpris. C'était vraiment c'était frais et ça faisait plaisir de voir un film comme ça. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un comme ça. Je suis assez d'accord avec le terme époustouflé. Ça prend vraiment aux tripes et ça vous coupe le souffle. Donc ouais, excellent ressenti sur ce film. On va pouvoir commencer à parler du film plus en détail. On va essayer d'éviter les spoilers évidemment, parce que le film est quand même récent. Bon, c'est pas un gros film à suspense, donc je pense ça va pas être trop dur. Je sais pas si on va pouvoir éviter les spoilers. Je veux dire, clairement, le titre du film raconte l'histoire, et puis avec juste les deux arcs narratifs, on va bien devoir parler de choses, sinon on va pas raconter grand chose, quoi. Oui, c'est vrai. Mais on va éviter les spoilers majeurs, on va dire. Et laisser les plus grosses surprises aux spectateurs. Mais on peut commencer par parler du scénario et de l'histoire plus en détail, en fait. Ok. Le film s'ouvre sur une main coupée, en fait. C'est pour mettre en place, en fait, le personnage de la main dans le film, comme un personnage assez particulier à qui il faut donner vie. Et donc cette main coupée qui se retrouve dans un frigo d'hôpital, a priori pour être rattachée de façon chirurgicale à un corps, et qui en fait va s'évader de ce frigo et de cet hôpital. Et donc on comprend qu'elle a sa volonté propre et qu'elle a ses propres sens et son propre but, en fait. Mais déjà, juste avec cette séquence, je trouve que le film, il donne déjà le ton de tout ce qu'on va avoir pendant 1h30 de film. La façon dont la main est animée, dont elle bouge, dont vraiment, je pense qu'il y a eu des tonnes et des tonnes de recherches sur comment une main peut bouger. Maintenant, après, on sait aussi que le film a été fait en rotoscopie, donc fort possiblement, ils se sont filmés en train de bouger avec une main, et après, ils ont amélioré ça via le dessin. Et aussi au niveau des cadrages et du découpage scénaristique et tout ça, il y a vraiment tout le ton du film qui est donné via ce moment-là, cette scène cruciale. Et là on se dit, bon ok, on n'est pas face à des amateurs, ça clairement, on l'a compris directement. Mais surtout qu'il y a beaucoup de plans qui sont pas... les références ont pas dû... Ça n'a pas pu être de la rotoscopie. Il y a beaucoup de shots physiques avec la main où j'espère qu'ils ont pas fait de la rotoscopie. Mais je pense qu'ils ont pris une rotoscopie comme base de référence et qu'après ils ont amplifié ça et amélioré ça avec l'animation. Ouais, clairement. Et mais un énorme travail d'animation et au niveau du trait, au niveau de la couleur aussi, et des ambiances qui sont vraiment exceptionnelles. La lumière est très très belle.
dès le début on est vraiment plongé dedans et il y a là pour le coup il y a rien à dire, et il y a vraiment ce côté physique de plein de plans un petit peu j'ai pas envie de dire ragoûtant, mais vraiment on sent le côté main détachée et le côté très la physicalité de la chose, et il y a une séquence avec un pigeon par exemple qui est ouais, bah du coup, est-ce qu'on raconte ça ou pas? C'est pas un spoiler, mais en même temps c'est quelque chose d'important à raconter pour que les auditeurs puissent comprendre de quoi il s'agit. Ouais, c'est pas un gros spoiler. En gros, ce qui se passe, c'est que la main donc s'échappe de l'hôpital et va se retrouver dans le nid d'un pigeon sur un toit de Paris, et en fait va se faire réveiller par le pigeon qui l'a. C'est ça, c'est déjà ils ont donné le pouvoir à la main de pouvoir dormir et de se reposer. Déjà ça, au niveau du caractère design du personnage, c'est déjà un truc de fou parce qu'on comprend qu'elle dort et qu'elle se fait réveiller par un pigeon. Déjà, juste là on fait attends, mais une main ça dort pas, mais en même temps c'est une main qui bouge toute seule. C'est un personnage à part entière en fait. Ouais, c'est ça. C'est un personnage à part entière, et on va comprendre après pourquoi, parce que elle va vivre sa propre histoire en fait. Et du coup, pour en revenir au truc du pigeon, il y a vraiment cette installation de ce côté viscéral, de ce côté physique avec le son en fait, et tous les bruitages sont exceptionnels. Enfin, c'est vraiment, vous pouvez fermer les yeux, vous comprenez ce qui se passe presque. Et donc la main va se retrouver en fait à tuer le pigeon un peu par mégarde. Il y a un truc qui est un peu étrange, c'est que en fait dès le début on nous fait comprendre que la main peut voir en quelque sorte, mais des fois on a l'impression qu'elle est aveugle. Il y a certaines séquences qui nous font croire qu'elle est aveugle et qu'elle peut se diriger que par le toucher en fait. Donc c'est un peu particulier. Là-dessus il y a un truc qui a pas été toujours clair. Ça fonctionne quand même. Mais je pense que ça revient au questionnement de c'est quoi le perfect sense. Tu sais, il y a eu ce film là qui était sorti avec le gars qui faisait Obi-Wan Kenobi, là, Maguire, je sais plus comment, où en fait McGregor, Maguire, je mélange des acteurs, et petit à petit au long du film ils perdent tout leur sens. D'abord ça commence par l'odorat, puis le goût, et en fait la finalité c'est qu'il reste le perfect sense, que je vais pas vous dire c'est quoi, mais ouais, effectivement je me rappelle plus du titre du film. Si vous avez le titre du film, c'est Perfect Sense. Perfect Sense, c'est ça, Perfect Sense, exactement ça. Avec l'actrice française là, Eva, je sais plus comment. Eva Green aussi, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Et donc ce film là que je vous conseille parce que vraiment ça met un questionnement à la fin du film. Est-ce que pour vous êtes d'accord avec le choix du réalisateur? Est-ce que pour vous ça aurait été peut-être un autre sens, ou ce genre de questions qu'on s'est tous déjà posées? Est-ce que si je devais perdre la vue, perdre l'odorat et tout ça, et donc là on arrive vraiment où vraiment la main doit tout faire via le toucher. Et pour en revenir au son, c'est vraiment ça, on peut fermer les yeux. Nous on l'a vu en cinéma, donc le système de son était vraiment très bon, ça faisait vibrer nos t-shirts quand il y avait de la basse, et il y avait beaucoup de basse, c'était vraiment viscéral, ça te glaçait le sang quand il fallait que ça te glace le sang, les bruits vraiment stridents, qui est de grincement, de craquement et tout ça, c'était quand ça craquait, malheureusement quand il en arrive avec à la finalité du pigeon, quand il lui craque le cou, t'avais l'impression qu'on te craquait toi-même ton os en fait, et du coup il y avait ça. Ça fait presque mal, ouais. Il y a vraiment des moments où la main va avoir froid, on va ressentir certaines textures qu'elle va toucher avec le son, en fait c'est vraiment impressionnant. Ouais, le sound design est très bon. Quand on parle de sound design, là on parle pas des soundtracks, on parle juste vraiment du sound design, c'est-à-dire les bruitages et tout ce qui a été rajouté pour faire comprendre ce qui se passe. Ça c'est vraiment, je dirais 60% du film qui fait qu'on est transcendé par tout ce qui se passe à l'écran, et ça c'est sublimé par l'animation par-dessus quoi. Ouais, et l'animation est un excellent scénario par ailleurs. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'autre personnage principal du film en fait, qui est Naoufel. Et donc Naoufel, on est introduit à ce personnage dans son enfance. C'est ça. On comprend que à ce moment-là que c'est un flashback. Donc a priori une enfance heureuse, et avec ses deux parents. Ouais, c'est ça. Et en fait on comprend vite que ses parents sont plus là, on sait pas trop pourquoi, hein. On le voit arriver en fait à un aéroport et à Paris. Et du coup il va commencer à galérer, il va être chez son oncle a priori. Ouais, ça a vraiment pas été défini, mais on comprend que c'est un membre de la famille duquel, même pas vraiment proche, parce que vu le dialogue qu'ils ont ensemble, il y a pas de dialogue en fait, c'est très. Oui, enfin, c'est un proche, mais pas au sens au sens émotionnel, au sens administratif quoi. Après ce flashback de son enfance, ça décrit toute une classe sociale, et ça décrit en quelques effets scénaristiques. Le père il a un accent maghrébin on suppose, du coup on comprend qu'il vient du Maghreb. Il est immigré quand il arrive en France, il est immigré, et alors que dans son pays là où il était avec ses parents, ils avaient a priori un niveau de vie assez élevé. On voit la maison dans laquelle ils sont, sa mère est une musicienne de concert apparemment. Ah oui, c'est ça. Donc ils ont un niveau de vie quand même assez élevé, et il part en fait à Paris, et à ce moment-là il se retrouve un peu dans
demi-misère en fait. Donc c'est ça, le flashback de son enfance nous définit une classe sociale qui a l'air aisée. Ça se passe dans les pays du Maghreb, on le suppose, via l'accent de son père, et il arrive à Paris et ça change complètement son relationnel à la vie. Il va devoir trouver un petit boulot et les enchaîner. Visiblement il est pas bon. Il est très mauvais, même il va livrer des pizzas, il est tout le temps en retard. Et donc voilà, clairement on peut dire qu'il galère et il y a rien qui va dans sa vie. Autant il a l'air assez seul. La seule personne avec qui il a l'air d'interagir, c'est un espèce de cousin. Je pense qu'on peut dire que c'est son cousin. Ben encore une fois, c'est pas très défini, mais c'est une sorte de coloc cousin, ouais, c'est ça. Je pense que ils ont l'air d'être il a l'air d'avoir une relation familiale quand même. Et même avec lui, tu vois, il se fait un peu bisuter quoi. Oui. Clairement. Bah la séquence d'introduction de son cousin, elle est assez mortelle. Ouais. Elle est assez drôle. Je dis rien, mais c'est vraiment drôle. Et ouais, du coup, en fait, il va se retrouver à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc les gens qui ont vécu à Paris savent que c'est pas forcément facile de rencontrer des gens. Même en général, je pense que pas que à Paris. De toute façon, dans une grande ville, c'est pas facile de rencontrer des gens, paradoxalement. Et en fait, il va se retrouver à rencontrer... à livrer une énième pizza en retard. Il va rencontrer Gabriel, c'est ça ? C'est ça. Donc Gabriel, qui vit dans un immeuble et qui a commandé une pizza, la pizza arrive en retard. En fait, ils vont parler via l'interphone toute la soirée. Ça donne une scène assez... c'est une séquence avec très mignonne, très fraîche, et le ton est vraiment drôle. La façon dont les dialogues sont écrits est vraiment très bien pensé, très bien amené. Ouais, c'est très naturel en fait. C'est une situation où on peut se retrouver dedans en fait. Ils auraient pu prendre le parti de dire c'est une Parisienne comme on a le cliché de la Parisienne en tête et la faire gueuler à l'interphone parce que sa pizza est pas à l'heure. Et en fait, elle arrive avec une douceur à laquelle Naoufel est pas insensible. Mais surtout, il s'y attend pas en fait. Il s'attend vraiment à se faire engueuler. C'est ça, voilà. Et là, d'un coup, on le surprend et en plus, il y a de la douceur. Alors bon, là, il commence à se passer un truc et donc on amène aussi l'intérêt féminin. C'est ça. Et ça le sort un peu de sa vie de merde. Et il y a une belle métaphore avec le fait que lui était en bas là, de l'immeuble et elle est en haut. Et elle a la vue dégagée en fait, alors que lui, il voit rien en fait. C'est ça. S'il voit pas devant lui, il est toujours dans l'obscurité et tout ça. Il arrive pas à avancer quoi. Elle lui dit, moi tout là-haut, j'entends pas la pluie, j'entends que le vent. Et je vois à des kilomètres. Et lui, il est là, ça doit être pas mal. Et non, mais c'est assez bien foutu comme séquence. Et c'est à partir de là où, en fait, ça va être le premier point de bascule du film qui va embrayer sur la suite, en fait. Donc la suite, ce qui va se passer, c'est qu'il va un peu la stalker. Ouais. Il va chercher à la revoir, en fait. Je sais pas comment définir ça, parce que je pense que si ça arrivait à quelqu'un dans la vraie vie, ça serait très malsain. Et ça serait très mal perçu. Au début, c'est mignon. Au début, il cherche juste à la retrouver. Donc, en soi, c'est pas, tu vois, il va pas la stalker, machin. Il va faire un truc assez chelou, c'est que, donc, dans leur conversation, on comprend qu'elle bosse à la bibliothèque, il va appeler toutes les bibliothèques de Paris. Alors, stalker, c'est épier. On va essayer d'utiliser le moins de mots français et d'anglais possible. Après, déjà, je pense qu'on n'a pas dit ça aussi. On nous laisse comprendre que c'est un Paris dans les années 90. Il y a pas donc, il faut enlever tout le côté réseaux sociaux, téléphone et tout ça. Ah oui, il cherche son numéro dans les pages jaunes. Voilà, dans les pages jaunes. Et on le comprend parce que son oncle, du coup, il regarde à la télé vraiment le passage de la VHS au DVD, en fait. Donc c'est cette époque-là qu'on a tous connu en grandissant. Nous, on est des années 90. Donc on a connu ces pubs-là où d'un coup, on nous dit d'acheter des VHS et d'acheter le lecteur DVD et que ça va changer la vie. Donc c'est vraiment cette époque-là où il n'y a pas de téléphone portable, où ça arrive seulement et ça coûte cher et les forfaits sont chers. Donc il cherche ça dans les pages jaunes, il a un téléphone fixe et en fait il apprend jusqu'à les bibliothécaires et il va appeler, on imagine toutes les bibliothèques de Paris jusqu'à tomber effectivement sur elle quoi. Ouais, et donc ils vont finir par se rencontrer, mais en fait il va pas lui dire qui il est. Il va pas lui dire je suis livreur de pizza la dernière fois, je l'ai retrouvé, tu vois, je voulais vraiment te revoir, nanana. Mais c'est là où pour moi, c'était mignon de essayer de la retrouver via l'annuaire, mais pour moi il aurait dû, je pense, lâcher le morceau à ce moment-là. Mais là, le film s'arrête là. Oui, c'est voilà. Il peut lui dire un cycle de merde à ce moment-là. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, il le dit pas. Il y a plus de ressort scénaristique si on arrive là, quoi. Ok, ouais, d'accord. Il est vrai. Mais, ok. Mais du coup, donc, il avance dans ce mensonge, dans ce non-dit, qui va en fait faire en sorte que au bout d'un moment c'est très malsain quoi. Ça va ouais, c'est petit à petit ça fait la merde en fait, ça prend des proportions. Donc
Lui, donc finalement, il se fait virer de son job. On sait pas s'il se fait virer ou s'il se barre en Ou fait s'il parce qu'il se trouve un autre barre, job en fait. Du coup, en la suivant, il va la suivre jusqu'à chez son oncle et son oncle est menuisier. Ébéniste. En fait, on sait pas que c'est son oncle au départ. Il va la suivre chez un Elle lui ébéniste. dit pas genre salut tonton ou je sais pas quoi. Ah, si peut-être on le comprend aussi. Enfin, Non, elle lui on amène comprend très des vite que médocs. c'est son oncle, Ouais, ouais. voilà. On comprend très vite que c'est un parent, quoi. Et en fait, il va se faire recruter comme apprenti par cet oncle. Il va s'installer au-dessus de l'atelier. Et en fait, pour lui, c'est juste une façon de rester auprès d'elle, en fait. C'est ça, en Voilà. contact et d'essayer de pouvoir la revoir et d'essayer de nouer un lien un peu plus fort que juste. Et là, nouer des il bouquins y a tout l'arc du personnage qui est mis en place. Ouais, qui est un arc ascendant en fait. Ça va mieux pour lui. Il y a les couleurs aussi qui changent un peu du film. On part sur des tons quand même beaucoup plus chaleureux. Sur les C'est ça. séquences avec lui. Mais déjà en plus il arrive dans un boulot où on lui donne sa chance, on lui fait confiance, et en plus de ça il apprend des nouvelles choses. Alors Ouais, puis ça lui plaît. ça lui plaît aussi. Et il est bon. Et il est bon. Du coup, ouais, quand on apprend des nouvelles choses ici, il y a tout ce truc-là à l'intérieur. Il y a un ego boost, on dirait, où ça va mieux. Il s'approche petit à petit de Gabriel. Et il avance avec ça, quoi. Donc, il y a vraiment... Tout commence à aller mieux pour lui. C'est ça. En parallèle, on a toujours la main. Pour qui ça va pas trop bien. C'est un peu la galère. Voilà, elle en prend plein la gueule, quoi. C'est ça. Entre-temps, voilà, la main, elle en prend plein la gueule. Et c'est des scènes qui ont vraiment été... moi, elles sont restées gravées dans ma mémoire et je pense pour encore longtemps. Donc, on la voit maintenant. Donc, elle est sortie du laboratoire. Elle s'est retrouvée sur les toits de Paris. Elle se bat contre un pigeon. Elle tombe. Elle passe dans la benne à ordures. Et là, elle arrive dans le métro. Ah, le métro, alors je pense que ça c'est pas du sol parce que c'est une séquence qui était pour Bon, et c'est dans les bandes annonces et les trailers, ouais. Où il se retrouve sous le métro en fait, dans la rame de ouais, sur le quai, voilà. à côté des rails, et là elle se fait attaquer par des rats. Des rats, il y avait toute une séquence avec un briquet, enfin qui est incroyable, et elle repousse les rats avec. Mais les rats sont attirés par elle parce que dans une scène précédente, elle s'est cachée dans une boîte de sauce tomate, et du coup elle a le goût de la sauce tomate. Ils vont lui mordre les doigts et tout, et t'as vraiment ce truc, ça te fait mal. C'est qu'est-ce que c'est bien foutu, quoi. Mais et du coup il y a tout ce truc là de la main où on sait pas trop où ça va en fait. On commence à comprendre que c'est sa main à lui, à Naoufel, à notre personnage principal, parce qu'il y a un grain de beauté sur la main qu'il retrouve. Ressort scénaristique planté récolté. Voilà, planté récolté. Rien à voir avec le planté du bâton. On plante une information au début du film qu'on va récolter plus tard, que voilà, tu appelles un fusil de Tchekhov ou un fusil de Tchekhov, voilà. J'ai perdu l'autre terme. Un set-off payoff, non, c'est ouais, ouais, voilà. C'est pas du tout en anglais. Oui, je sais plus. Voilà, setup payoff, oui. Setup payoff, c'est ça en anglais, ouais. Il y a un autre mot français, et comme on est très bon en cinéma, on l'a pas. On a fait des recherches. Et recherches avancées. Putain, je sais plus. Préparation paiement. Paiement, c'est ça. Le planter récolté, moi je préfère la métaphore de l'agriculture. Planter récolté est quand même beaucoup plus fun. Oui, c'est ça. Voilà. Non, on va rester là-dessus. Hein. Ok. Planter récolté. À l'avenir. Hein. C'est officiel pour ce podcast. Très bien. Donc oui, donc on comprend que c'est la main de Naoufel. Et on comprend que c'est sa main, et on se dit, ah, mais à quel moment il a perdu sa main, parce qu'il a encore ses deux mains, quand on le voit. Mais on n'est pas con, il a pris un job d'ébéniste. Et voilà. Quand on est ébéniste, on voit venir le truc. Il y a des outils, il y a des scies, il y a des trucs qui coupent, donc on va venir le truc. Donc quelque part, on a déjà résolu cette histoire, on sait pas comment exactement, mais on a déjà résolu ce truc-là. C'est pas le plus important, en fait, c'est juste que ça va constituer un deuxième point de rupture, et c'est ça qui va être intéressant dans le film. Et en parallèle de ça, en fait, il y a un peu trois timelines. Il y a la timeline de la main, il y a la timeline de Naoufel à Paris, et la timeline de Naoufel enfant, en fait. Et le but du film, ça va être de se faire rejoindre tout ça, en fait. Et de te faire comprendre ce qui s'est passé dans sa vie à lui pour qu'il s'en retrouve là, et comment il va... quel élément de résolution le film va apporter, en fait. C'est ça qui est super satisfaisant dans ce film aussi, c'est les éléments de résolution qu'il apporte. Il apporte pas juste un personnage avec un passé un peu complexe, et un scénario avec des nœuds importants dedans. Ils sont vraiment bien écrits, bien amenés. Il y a aussi des éléments de résolution qui sont hyper satisfaisants, en fait. Le film te laisse pas non plus complètement en plan à la fin, quoi. Ouais, c'est vrai. On peut parler de ce fameux deuxième point de rupture en essayant de spoiler le moins possible. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire la connerie il a menti à Gabriel. Elle va le découvrir. Ouais. Donc là, on ne raconte pas comment. Elle va le découvrir, et du coup, ça va forcément mal se passer, puisque je pense que n'importe quelle personne dans le monde, on lui dit, je t'ai suivi, je t'ai retrouvé, et ça s'est passé comme ça, là, tu te dis, ok, je suis en face d'un fou, en fait, faut que je me casse. Ouais. Bon, on mettra peut-être
plutôt dans l'enregistrement un petit alerte spoiler. On trouvera un son. Comme ça, on peut parler de ce qu'on veut et on vous alertera qu'il y a une partie spoiler. Ouais. C'est pas très important pour ce film, je pense que ça vous gâchera pas le plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui apprécieront peut-être pas. Donc on mettra un petit alerte spoiler. Donc là, on peut parler de spoiler. On va peut-être pouvoir parler de spoiler parce que c'est vrai que la fin est quand même vachement intéressante. Bon, donc on va dire qu'on rentre dans une zone spoiler. On rentre dans la zone spoiler, il y aura un son. Il y aura un indice. On sait pas encore quoi, mais on va le faire. Ok. Indice pour vous, chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Installez-vous. Je vous souhaite la bienvenue dans la zone spoiler. Bon, bah alors du coup, il se décide d'inviter Gabriel à une soirée. Donc en fait, en étant ébéniste, en apprenant son boulot et en étant bon, il a commencé à se créer un igloo en bois. Et donc là, il faut aussi qu'on aborde un autre passage du film où en fait, il a loué à la bibliothèque où travaille Gabriel des bouquins sur le pôle Nord. Pôle Nord qui en fait lui évoque le vide entre guillemets intersidéral où il y a personne, les grands espaces, on peut voir loin devant en fait. Voilà, et lui en fait c'est par opposition à son avenir qui au début du film est bouché. Et il a pas de perspective, il voit pas le devant en fait. Et en fait il va avoir tout un discours en invitant Gabriel dans son igloo. Il va fabriquer un igloo en bois, il va l'inviter, il va lui montrer mon igloo en bois. T'as vu, il est joli mon igloo en bois. Et on se faire une soirée pizza bière et en gros sur le toit du bâtiment où il vit en fait. C'est ça. Et donc très mignon en soi, coucher de soleil, etc. Et il lui explique son truc par rapport au destin. Alors le destin, il faut le dribbler. C'est ça, c'est qu'en fait il estime que on a tous un destin qui est déjà tout tracé et choisi et que dès qu'on voit qu'on se dirige là où on nous a dit d'aller, c'est là qu'il faut prendre la décision la plus entre guillemets insensée pour dribbler le destin et en fait avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de frais qui nous arrive. Ce qu'il a fait en fait dans le film. Oui, c'est ça. Ce qu'il fait en allant voir l'oncle et en prenant ce truc d'artisan où il va insister. Il y connaît rien en ébénisterie. Il a jamais touché un bout de bois de sa vie. Hein. Ben c'est ça. Mais c'est qu'en fait le gars était livreur de pizza et là il a dit ok, là il y a un gars, il cherche un apprenti, je le fais, je me lance et je sais pas du tout où ça va me mener, mais je le fais. Ouais, au final, ça fonctionne pas mal pour lui, quoi. Et donc, il va se passer ce point de rupture avec Gabriel où il va lui dire, en fait, c'était moi, le gars de la pizza. Il va lui dire d'une façon un peu bizarre, en plus, il va mettre un post-it sur la pizza, avec son ancienne adresse ou je sais pas quoi, et elle va comprendre. Et du coup, elle va péter un câble, elle va faire, en fait, tu m'as menti tout ce long, c'était quoi, tu voulais juste te taper la meuf de la bibliothèque, qu'est-ce qui se passe et tout, enfin, tu vois. Et donc, elle se casse. Lui, forcément ça va pas trop bien. C'est un peu le moral dans les chaussettes. C'est ça, exactement. Et il va à la soirée de son cousin. Voilà, donc là voilà, on sort un peu cet effet. Donc en gros, oui, à la soirée du cousin, c'est comment expliquer, c'est un élément important et en même temps il arrive un peu comme ça comme un cheveu sur la soupe. En fait il revient un moment à son établi et il y a son cousin qui est en train de draguer Gabriel et là il voit rouge et du coup il lui dit ok on va à la soirée et puis finalement juste avant d'aller à la soirée il l'invite. Le film explique pas trop ça. Moi la façon dont j'ai compris c'est il y a une ellipse à ce moment-là. Ouais. On comprend qu'il a passé du temps dans l'atelier et tout, qu'il a passé du temps avec Gabriel et ils se sont rapprochés, mais qu'en même temps il a continué de voir son cousin parce que ils ont une relation bizarre d'amour-haine, j'ai l'impression, tu sais, qui est pas très importante dans le film, mais on comprend peut-être que le film aurait pu te le faire comprendre mieux, mais qu'ils sont restés en contact et que c'est pour ça il sait où il bosse, tu vois. Il est pas parti en mode je vous donne pas de nouvelles, je me casse, salut quoi. Et donc il arrive à la soirée de son cousin. Donc il vient de se prendre entre guillemets un râteau. Non, il s'est pris un râteau, c'est pas entre guillemets. Il s'est pris un maxi râteau. Il enchaîne les verres. Et à un moment donné, un inconnu, voilà, lui pique sa chaise. Là, il va lui péter la gueule, en fait. Faut pas piquer la chaise de Naoufel. On pique pas la chaise de Naoufel, putain. Et donc, il commence, en fait, à voir vraiment rouge. En fait, il commence à l'enchaîner. Il le tabasse. Il enchaîne. Et la prochaine scène, c'est le matin, il a un cocard. Gueule de bois 3000, mais genre vraiment vénère. Ouais. Et il arrive à l'atelier. Il y a 3 post-it. Il y a 3 post-it. Alors ça, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est numéro 1, tu prends un effet Algor. Numéro 2, je sais pas, genre tu fais tu manges un truc. Et numéro 3, tu fais ça. Parce que le patron est parti, il est pas là, il avait un rendez-vous, je sais pas quoi. Voilà, donc il a juste donné son boulot à faire, quoi. Ouais. Bon, là maintenant, voilà, le gars, il est en gueule de bois, cocardé. Il s'est pris un râteau et il doit travailler, donc il est triste. Il va travailler forcément avec des trucs qui coupent.
je pense que là, on commence à avoir un arc se terminer. Voilà, donc c'est à ce moment-là que la main, ça dégage. Tout simplement. La façon dont ça dégage, ça fait directement référence au tout premier flashback et donc à l'introduction de Naoufel dans le film. On peut dire qu'il a perdu la main, du coup. Voilà, c'est fait. Ça fait 30 minutes que j'essaye de la placer. Ah oui, d'accord, voilà. Ok, on est bien. On va dire qu'on va se faire un quota par podcast de blagues de merde. Okay. Ouais. Bah, il a perdu la main, effectivement, c'est ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'il est con. Alors, et du coup, donc, il perd la main, en fait, directement en faisant rappel à la toute première introduction de Naoufel dans le film. Ouais. Petit symbolique aussi, il perd la main en portant c'est à cause de la montre de son père. C'est ça. Ouais. Et son père est-ce qu'à ce moment-là, on sait qu'il a... Non, pas encore. C'est que ses parents. Ses parents, on s'en ça après. C'est juste après. On comprend tout après, en fait. Ouais, tout est résolu à la fin. Ouais, c'est vrai. Maintenant, en parlant des flashbacks, tout au long du film, on voit qu'il a un petit enregistreur cassette, comme on avait dans les années 90, et qu'il enregistrait absolument tout. Ce que j'ai fait aussi plus jeune, je sais pas si t'avais ça, mais moi je sais que mon frère le faisait beaucoup. On avait un caméscope. Ah d'accord, monsieur filmé. D'accord, je vois. vois. Et du coup, en fait, il enregistrait absolument tout, et donc là on arrive à un flashback tragique et dramatique où il enregistre en fait une conversation dans la voiture avec ses parents. Et puis forcément, son père n'est pas concentré sur la route. Accident, et donc on a compris comment ses parents sont plus là. Ouais, donc ses parents sont morts et il était dans la même voiture qu'eux, donc il y a un énorme trauma en fait qui fait un peu surface et le gars, en fait, on comprend qu'il s'est accroché un peu à ça, parce il réécoute ses cassettes en boucle. Ouais, ses cassettes en boucle et tout. En fait, on comprend qu'il s'accroche à pas mal de trucs dans sa vie et tout. Et il y a cette espèce d'accroche au passé en fait. Et en fait, et c'est aussi le côté la main s'accroche à son corps et elle veut absolument récupérer son corps. En fait, toute la métaphore, et enfin d'après moi, c'est mon analyse, je sais pas si c'est la bonne, mais d'après moi la métaphore de la main, c'est ça en fait, c'est qu'elle veut absolument retrouver son corps, elle veut retrouver le corps de Naoufel, comme lui en fait se raccroche à son passé et aussi s'accroche à Gabriel et ce genre de choses là en fait. Bah alors moi je respecte ton avis, mais comme c'est pas le mien, c'est pas le bon. Non, Bravo. Et du coup, ouais, tiens, tu m'as perturbé, je sais plus ce que je veux dire. Et il essaie de retrouver son corps. Oui, alors elle essaie de retrouver son corps, la main, et lui, il est raccroché à son passé, et il est raccroché à Gabriel, et en fait, c'est un peu un truc de faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, parce qu'il a dit le côté de dribbler le destin, en fait, il le fait, mais tu vois, il reste quand même accroché à son passé, tu vois. Il va pas trop de l'avant, en fait. Il essaye d'aller de l'avant, mais il est toujours retenu. En fait, je pense que c'est ça. C'est plus qu'il va pas de l'avant, c'est qu'il essaye, mais toujours retenu derrière, en fait, par ça. Et en fait, ça va lui permettre de tout ce truc où il perd sa main et tout. Le cumul, hein, le truc avec Gabriel, le fait qu'il se batte, c'est vraiment le point de rupture pour le personnage en fait. Et le plus gros point de rupture du film, il est là. C'est qu'il va se détacher de tout ça en fait. Il va aller de l'avant. Et c'est hyper bien symbolisé en fait. Oui. Et à ce moment-là, donc il a perdu sa main, il y a eu le point de rupture, il s'est fait larguer. On arrive en fait où enfin sa main finalement arrive à retrouver le corps de son propriétaire. Et donc là on arrive avec une scène qui est fabuleuse où donc la main essaie de reprendre sa place en tant que main sur le moignon coupé et ça se rapproche millimètre par millimètre jusqu'à ce que finalement en fait il se retourne dans son lit et c'est vraiment la rupture maximale, il retrouvera pas sa main et il y aura pas de point, il y aura pas de retour là-dessus quoi. Et je pense que c'est à ce moment-là où il a déjà pris sa décision de se détacher de tout ça et d'aller de l'avant. Et il y a juste avant que la main donc le retrouve dans son lit, il y a vraiment la main qui fait un truc qui est un écho à la dernière scène du film en fait, où elle fait un saut avec un parapluie pour traverser le périph' parisien et se retrouver dans le bâtiment d'en face où est Naoufel. C'est incroyable. Alors cette scène est incroyable. Et ça m'a beaucoup fait penser aussi au court-métrage que Pixar avait fait sur les parapluies. Oui. Quand ils essaient de se retrouver, les deux parapluies amoureux essaient de se retrouver et qu'il y a un vent avec une pluie folle là et que le parapluie est emporté par le vent et qui fait tout pour essayer de revenir auprès de l'autre parapluie. Mais il y a un côté plus rugueux là-dedans, plus... Ah oui, c'est beaucoup moins lisse que ce que Pixar a fait. Mais toute l'animation, le trait, c'est beaucoup plus rugueux. C'est vraiment pas un trait qui va être une ligne courbe magnifique. Ouais, c'est pas avec un énorme travail de clean-up ou je sais pas quoi, où on a repassé en vectoriel par-dessus, par exemple. C'est vraiment, alors, on est repassé à l'encre, et le gars avait Parkinson, quoi. Ouais. Putain, la vache. Non, mais ils ont pas fait de clean-up, ils ont fait vraiment ça à la main, tu vois. Oui, ça se voit, mais voilà, c'est ça. Et ça donne vraiment ce cachet au film, ça donne vraiment cet aspect
encore une fois de toucher en fait, que tu peux toucher. Du coup, on peut enchaîner sur un peu le rendu visuel de tout ça. On peut finir juste sur la fin en fait du film, de l'histoire. Donc en fait, Gabrielle va essayer de le revoir parce qu'elle a appris qu'il a perdu sa main. Il est pas dans sa chambre. Elle monte sur le toit où il y a l'igloo. Il est pas là. Il est pas dans l'igloo. Il a neigé. Et en fait, il y a une planche qui part du toit. En mode en espèce de tremplin en fait vers une grue qui est en face. Au début, la grue, elle est pas à côté. Elle est pas à côté. Donc on se dit, soit il a sauté, le gars il a fait le grand saut, le saut qui l'emmène jusqu'à la fin, soit il a sauté sur la grue et il a réussi. Et en fait, là, on va nous le faire vivre via un enregistrement audio sur cassette. Donc en fait, tous les flashbacks ou tout ce qui s'est passé dans le passé, finalement, le film nous le fait vivre via les enregistrements cassettes. Ouais, et donc là, Gabrielle trouve l'enregistrement, elle se met à écouter. Toute la partie audio de ce film, en fait, est à cette espèce de cachet, comme quand on entend un son à travers un téléphone, ça dans un film, vous voyez, il y a une sorte de passe-haut par-dessus, c'est pas le son pur tel qu'il est. Et du coup, en fait, on entend tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait, donc comment il a pris son élan, comment il a réussi à sauter, et il a réussi. Il a réussi et il a sauté sur la grue. Et donc là, on voit qu'il y a un soulagement, ça y est, c'est bon, il a fait le grand saut qu'il a toujours voulu faire, il a dribblé le destin, et il s'allonge de joie et de limite il en pleure en fait, de soulagement et il décompresse en fait de tout ce qui lui est arrivé quoi. Et en parallèle, sa main, elle, se cache et se rétracte dans l'ombre. C'est la première fois, je crois que dans le film, que la main recule en fait, et s'arrête. Ou avant, elle allait tout le temps de l'avant pour vraiment essayer de retrouver le corps et bien qu'elle ait vécu des trucs horribles avec le pigeon, le rat et tout ça. En fait, c'est vraiment recréer ce lien avec son corps, avec ses origines, avec là d'où elle vient en fait. Et au final, après, elle fait non. Mais là, elle le renie en fait pour la première fois. Pas qu'elle le renie, elle abandonne, je pense. Ouais, elle fait il a plus besoin de moi, tu vois. C'est pas grave. Il a grandi en fait sur cette zone temporelle. Il est parti de ce trauma et de cette blessure et en fait il l'a surpassé en fait. Il a dribblé le destin, c'est ça. Et non, vraiment cette phrase, c'est il a dribblé le destin, ça résume vraiment bien ce film en fait. C'est très bien parce qu'en plus il se barre, il laisse Gabriel derrière lui, tu vois, il laisse un peu tout derrière lui. Il va reprendre un truc à zéro en fait, peut-être. Il va refaire sa vie ailleurs. Et là peut-être pas à Paris, peut-être pas, tu vois. Ouais, voilà. Et là on a le générique qui arrive et puis voilà, on est dans la salle, bouche bée, estomaqué, en se disant qu'est-ce que je viens de regarder en fait. Un peu sur le cul. Ouais, c'est ça. T'es juste en fait, t'es choqué. Tu fais bon, ça nous laisse là comme ça. C'est bien en fait. Je suis satisfait, mais en même temps c'était fou comme expérience et en même temps je veux savoir ce qui va se passer, mais on le saura pas. Non, on le saura pas parce que c'est. Je veux le savoir et en même temps je veux pas vraiment le savoir. C'était bien nourri en fait. Ça nous a bien nourri tous ces films quoi. Très 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 bon film en tout cas. Mais du coup, on peut enchaîner sur tout ce qui est visuel. Vas-y, qu'est-ce que... moi, j'avais donc beaucoup de choses sur le visuel. Il y avait donc tout le côté rugueux qu'on a parlé, l'aspect du trait rugueux, les couleurs, où en fait, petit à petit, la colorimétrie devient... Donc, forcément, pendant les flashbacks, on a une sorte de noir et blanc sépia qui nous fait bien comprendre qu'on n'est pas dans la temporalité présent du film. Et quand effectivement il va rencontrer pour la première fois Gabrielle, on va avoir des couleurs plus saturées. C'est un truc qui se fait généralement dans les films pour montrer qu'il y a plus de chaleur, qu'on se sent bien. Et quand ça va moins bien, on désature les couleurs et tout ça. Exemple, L'écume des jours qui a été réalisé par Gondry. Petit à petit, le film désature et vraiment on arrive dans un truc horrible. Il y a un jeu sur les symboliques des saisons aussi. Au début il pleut. Bon, il pleut des cordes, c'est dégueulasse. Et après, c'est toute la partie positive du film où il se sent bien, c'est en été, printemps-été. C'est ça. Et à la fin du film, c'est en hiver. Donc au début, il y a la partie mauvaise, donc où ça se passe mal pour lui, c'est l'hiver, c'est le début de l'hiver. Et après, la fin de l'hiver avec la neige et tout, c'est le renouveau. Je pense que la fin de l'hiver amène le printemps, donc un renouveau, une renaissance. C'est exactement ça. C'est exactement la symbolique en fait. Moi, il y a eu des trucs, donc là on n'est pas extrêmement d'accord là-dessus, mais il y a eu des trucs où moi ça m'a vraiment fait penser à Spider-Verse au niveau des couleurs et des rendus. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est tellement différent comme c'est aussi extrêmement différent, mais je pense que sur la thématique de Spider-Verse aussi, il doit faire le grand saut pour s'en sortir. À la fin, il fait le grand saut. Ouais, le côté saut de la foi. Voilà, c'est ça. Non, et il y a vraiment des moments où en fait, si tu prends une image, le perso, il est maghrébin, donc il a aussi cette couleur de peau qui est un peu comme le personnage de Spider-Verse, ou quand il est dans son lit. Je pense que c'est plus en termes de design du perso. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment. C'est des jeunes, ils sont tout cuss. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est juste ça, c'est
pendant l'espace d'une seconde, j'ai fait on dirait Spider-Verse, tu vois. Ouais, je vois l'écho visuel que tu après au niveau de l'animation, donc on sait que c'est de la roto. Ouais. Après la rotoscopie, c'est roto. C'est de la bonne roto, voilà. Mais après la rotoscopie, donc en animation 2D, pour ceux qui ne savent pas, la rotoscopie, on va filmer quelqu'un avec une vraie caméra. C'est ce qu'ils ont fait pour Alice au Pays des Merveilles, pour Blanche-Neige, et on va redessiner par-dessus en 2D. On peut pas redessiner exactement par-dessus. Décalquer, en fait. On peut pas décalquer image par image, parce qu'en fait, on va avoir un truc très mou en fait, parce que une image en animation ça vaut 3/4 de seconde. Du coup, pour avoir ce côté punchy de l'animation et tout ça, il faut des animateurs derrière qui savent ce qu'ils font, qui connaissent le principe de l'animation, tous les principes de l'animation, et qui améliorent tout ça, mais qui utilisent vraiment ça comme référence. C'est de la très bonne rotoscopie. Et du coup, Naofal il est animé souvent à une image seconde, voire 2. Vraiment, il est très fluide. En comparaison avec, par exemple, le gars qui le prend, l'ébéniste. Ouais, lui, il va être à 3 ou 4. Vraiment, mais c'est aussi un personnage qui est plus gros, plus imposant, plus lourd, donc plus lent. Et je pense que d'avoir choisi aussi d'animer à un framerate plus bas amplifie cet effet de j'ai du poids, je suis plus lourd, je suis plus vieux, je suis malade, et de rajouter toute cette backstory, en fait, dans l'animation. Et du coup, aussi la main qui est souvent animée à 2. Ouais. Donc 2, c'est-à-dire à 12 images par seconde. C'est-à-dire par rapport au nombre d'images du film, donc qui est à la fin de 24 images par seconde ou 25 si vous le voyez dans le cinéma français. Et en fait là c'est à 12, et du coup c'est ce qui se fait plus en animation traditionnelle sur papier, ça fait moins de dessins à faire. Mais 12 en fait c'est le début de la limite qui permet de berner l'œil et de donner cette impression de mouvement. Et on peut le faire, par exemple les films d'animation japonaises font beaucoup moins que ça et arrivent à vous berner quand même. Hein. Oui. Vous regardez un Miyazaki, il y a des trucs, ça bouge pas des fois. Oui, c'est juste redessiné. En fait, c'est ce qu'on appelle des moving hold, c'est redessiné par-dessus en fait. Miyazaki c'est particulier, mais si tu prends les mangas comme Dragon Ball Z, là c'est 4 ou 8. Ouais, c'est normal. Et c'est des loops quoi. Ouais, voilà, ils ont pas le temps les gars, faut sortir les trucs. Ouais. C'est même là je sais pas combien de secondes ils font d'animation par jour, mais donc c'est ça, donc c'est extrêmement dense au niveau de l'animation, au niveau de l'histoire et tout ça, au niveau du son, et donc tout ça vraiment c'est dirigé je dirais de façon c'est dirigé d'une main de maître en fait. D'une main de maître, c'est ça, c'est majestueux, c'est très bien dirigé. C'est brillant, toute la mise en scène est excellente. Tout le côté, on a de plus en plus de plans sur les mains des personnages au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin. Il y a tellement de choses dont on pourrait parler encore, mais ouais. Vraiment, la narration est brillante. On comprend vraiment ce qui se passe. Il y a beaucoup de symboliques qu'on comprend peut-être pas du premier abord, mais en fait, plus on réfléchit au film, plus on fait ah d'accord, ok, c'est ça qu'il a voulu me dire. Je pense que ça peut parler à plein de gens aussi différemment. Chacun va y voir un peu aussi ce qu'il veut en fonction de sa propre expérience. Et c'est quelque chose qui est assez fort. Ça. Ouais. Après, moi, il y a des trucs où je me suis posé la question parce que nous, on l'a vu donc on vit à Montréal, au Québec, et on a vu ce film donc avec des sous-titres anglais dans une salle où il n'y avait pas forcément que des francophones. Et il y a une grosse partie de l'humour quand il rencontre Gabriel et tout ça qui nous a fait rire parce que on est français et que ouais, c'est un film français. C'est un film français, donc il y a une partie de cet humour français. Je me demande comment ça a été perçu par un public étranger qui justement des fois a beaucoup de mal avec l'humour français. On le vit tous les jours. C'est la culture. Non seulement une culture nord-américaine, mais aussi le fait de pas avoir la langue et de pas choper toutes les nuances. Ouais, il y a ça. Sur un film. Après, je pense pas que les parties dialoguées soient les plus importantes. Je pense que vraiment les parties d'action avec la main et avec la musique aussi, le thème du. Putain, on va pas parler de ça, mais le thème, on va en parler. Ouais. Incroyable. Mais non, mais je veux dire juste l'humour. Je veux dire. Peut-être que c'est pas le truc le plus important, mais moi je sais que ça m'a apporté un petit sourire, quand il essaie de lui parler, que tu vois comment la fille lui répond, qu'elle se protège d'une certaine manière, que lui il essaie de s'en sortir, ou que la séquence quand il est dans les toilettes de la bibliothèque et qu'il essaie de... C'est brillant parce que le film est bien découpé, il y a vraiment des comic relief, mais c'est pas des trucs lourds qui viennent casser un moment dramatique ou intense, c'est vraiment hyper bien dosé. Le film est pas là pour ça non plus, mais c'est juste hyper bien écrit. Ouais. Et je voulais rajouter un dernier truc sur les visuels, c'est la reconstitution du métro de Paris. Ah putain, je pense que le son joue pas mal aussi. Ouais, le son joue pas mal, mais je pense qu'au niveau des couleurs et tout ça, on est dedans en fait. Et ça, par contre, je voulais dire bravo parce que c'était un très bon travail. Quoi. Ouais. C'est clair. Et du coup, on va aborder le dernier truc, ça veut dire les soundtracks, ouais, rapidement. Le thème du film. Le thème du film, on peut essayer de le mettre en arrière-plan à un moment donné. On vous le mettra en arrière-plan et on vous mettra en description aussi qui l'a composé parce que c'est juste génial.
faut aller voir ça. Il y a une musique Je crois en que plus. c'est Dan Levy, je suis pas sûr, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. On va vérifier à ça. Et il y a une musique aussi qui a été composée, plusieurs musiques ont été composées. Le rap là, le rap a été composé. Il y a un rap qui est fabuleux en fait, vraiment ça donne vraiment un côté Lascar finalement. Ouais, c'est vraiment genre inspiré des Lascar, la façon dont c'est fait. Lascar. Bah, son cousin, c'est vraiment un Lascar quoi, donc. Dont c'est filmé et tout ça. Et on a donc la musique en fait qui a une ambiance un petit peu type film d'horreur au sein, avec des sonorités au synthé, ce genre de sonorités qui sont vraiment un petit peu ambivalentes et on sait pas trop où est-ce qu'on est exactement, et ça concorde vraiment bien avec le film, quoi. On va donc terminer ce podcast avec 2 recommandations. Ce film-là m'a beaucoup fait penser à un autre film qui aussi a été sélectionné au Festival de Cannes et qui a remporté le prix du Festival de Cannes, qui est sorti. Je sais pas si ça a remporté. Parce que c'était le même année. C'était la même année que Ma vie de courgette. Et ça s'appelle La Tortue Rouge. Et c'est la première collaboration entre des studios d'animation français et les studios Ghibli au Japon, qui n'ont jamais voulu faire de collaboration, et c'est la première fois. C'est muet. Et ça vaut le détour à 200%. Et on peut préciser que le réalisateur est Michael Dudok de Witt, qui a réalisé aussi le court-métrage Le Poisson. Le Moine et le Poisson, c'est ça ? Le Moine et le Poisson, ouais. Qui est incroyable. Court-métrage aussi absolument à voir. Vous allez le trouver sur YouTube, c'est vraiment incroyable. C'est aussi muet et ça vaut le détour. Moi, ma recommandation, ça a pas grand-chose à voir avec le film, par contre, c'est une série animée dont la première saison est sortie il y a environ 1 an et la deuxième est actuellement sur Netflix, qui est produite par la chaîne Adult Swim, qui produit Rick et Morty, et c'est Final Space. Je vais recommander cette série parce que pour moi elle est incroyable. C'est l'humour Rick and Morty mais sans la lourdeur que je trouve à Rick et Morty personnellement. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et en même temps il y a du drama, c'est hyper dark, c'est un espèce de space opéra complètement déjanté, c'est brillant. Si vous avez l'occasion de regarder ça. Et je pense que on va pouvoir conclure là-dessus. Alors surtout n'oubliez pas, l'animation n'est pas un genre, c'est un médium. Alors allez voir des films d'animation. Encore une sale soirée digne des plus sales séries. Ici ça deal partout comme dans Gotham City. Moi j'en ai plus rien à faire et j'ai plus personne à voir. Et tant pis si on m'enferme, et tant pis si je fais l'enfoiré. Y a des choses que je regrette pas, y a des choses que je regrette fort. Nouvelle vie que j'ai rencontrée, tous les jours la vie fait son tri. Pourquoi me battre contre eux? Je crois qu'ils ont pas